Au rythme du cliquetis des machines et du ronronnement des moteurs, un rassemblement clame haut et fort porter l'étendard de la paix entre les peuples. Unis par le commerce et l'industrie, tous sont appelés à réunir l'ensemble des créations de l'être humain, une année donnée, en un lieu donné, pour montrer le meilleur de ce que fait l'être humain et la civilisation, lors d'une exposition universelle. Coincée entre deux révolutions industrielles, la première exposition universelle de 1851 n'a rien d'anodin. Tout commence réellement en France, lorsqu'en 1798, François de Neufchâteau, un magistrat député à l'Assemblée législative, lance la première exposition nationale des produits de l'industrie. Son but est d'exposer au public ce que produisaient les manufactures et de faire se rencontrer fabricants et marchands. La foule afflue et ces expositions se succédèrent jusqu'en 1849. L'anglais Henry Cole est émerveillé par ce succès. Il obtient le soutien du prince Albert, l'époux de la reine Victoria, pour répliquer ce modèle dans une envergure encore plus grande. La Grande-Bretagne est à l'origine de la première révolution industrielle, avec notamment l'exploitation de la machine à vapeur. Elle s'est construit un empire colonial mondial et cherche à diffuser son idéologie libérale. La Grande-Bretagne est devenue l'atelier du monde, c'est-à-dire qu'une très large partie de la production mondiale sort de ses usines, et elle doit donc écouler ses marchandises. L'organisation de la première exposition universelle à Londres poursuit donc des objectifs idéologiques, politiques et économiques. Elle se tient du 1er mai au 15 octobre 1851. Pour l'occasion, une immense bâtisse de verre est conçue par Joseph Paxton à Hyde Park, le Crystal Palace, qui est resté longtemps le plus grand bâtiment du monde, avec 564 mètres de long et 39 mètres de haut. Cet édifice permet d'accueillir les productions artisanales et industrielles du monde entier. Sur les milliers d'exposants, près de la moitié sont britanniques, dont une très large partie viennent de leur empire. La France est le deuxième pays avec le plus d'exposants. Les très nombreuses innovations de l'époque sont mises en avant. C'est notamment l'émergence du télégraphe qui marque les esprits. Le public est conquis et afflue par millions du monde entier, alors que les moyens de transport étaient moins développés qu'aujourd'hui. Cela permet d'atteindre les deux principaux objectifs de l'exposition. Le premier étant de chanter les louanges du libre-échange. Le second, d'éduquer les Britanniques dans le culte de la machine. D'après l'historienne Sylvie April, la machine est quasi divinisée. L'exposition universelle de 1851 est souvent vue comme l'apogée de la période victorienne, le moment où la Grande-Bretagne domine le monde. Dans les décennies suivantes, le déclin commence face à la concurrence de nouvelles puissances, telles que les États-Unis ou l'Allemagne. C'est la France d'un Napoléon III, piqué au vif, qui prend le relais de l'exposition universelle en organisant sa propre édition dès 1855. Depuis, les expositions universelles ont permis aux pays du monde de montrer leur puissance pacifiquement, à travers des productions gigantesques comme la Tour Eiffel en France, ou en attirant des spectateurs du monde entier, comme à Shanghai en 2010, qui a attiré plus de 70 millions de personnes. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!